Parce que quelle est la technique terroriste? Ils viennent d'abord avec la barbe et le Coran. Chez nous, ça fait sage. Mais derrière, personne ne le sait. D'autre part, l'une des armes essentielles, c'est d'abord l'humanitaire, au secours des familles pauvres, au secours du démuni, au secours du malade. Et donc, c'est une approche qui est très populaire et qui va rapidement et qui peut être à la limite même accueillie par les populations qui sont nécessiteuses, pauvres. Et donc, c'est ainsi que nous avons décidé le développement. Depuis un moment, et depuis quelques années, eh bien, des menaces nous sont venues du Maghreb. Trouver d'autres menaces également qui ont existé dans cette grande bande. Ces menaces, c'est d'abord le trafic de cigarettes, qui était courant depuis longtemps. Il y a eu le trafic d'armes. Il y a eu le trafic de la drogue qui s'est consolidé et qui est devenu un des chemins de passage pour quitter l'Amérique latine, tomber sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, traverser l'Afrique de l'Ouest, passer un peu partout, et aussi dans la bande sahélo-sahélienne, pour alimenter le Maghreb, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Europe. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des bandes terroristes, qu'il faut appeler par leur nom, intégristes, qui également, aux vagues de ce qui était, parce que pendant une bonne période, ces pays ont été distraits par leurs propres problèmes politiques internes et ont eu d'autres points. Et pendant tout ce temps, quelques petites menaces qui étaient là se sont consolidées et se sont renforcées. Et il y a également des groupes qui transportaient des gens à partir du continent africain pour les amener dans le paradis européen. Donc les passeurs aussi est une menace qu'il faut y ajouter. Donc c'était une zone faible, une zone fragile. Ces gens se caractérisaient par l'attaque de nos armées de temps en temps, mais surtout par l'enlèvement d'otages. Pourquoi les otages? C'est essentiellement pour la rançon, qui les permettait de payer des complicités, de payer des armes, de se renforcer, de s'organiser. Alors, pendant un bon moment, nous ne sommes pas compris, les pays de la sous-région, sur la dynamique qu'il faut engager. Chacun et tout le monde, certains pensaient qu'il était bon que chaque pays fasse la police, fasse la police chez lui. Et que chacune de nos armées combatte cet intégrisme, ces menaces, essentiellement ce terrorisme, c'est lui. Mais ce terrorisme vient d'ailleurs. Je prends par exemple le cas du Mali. Nous avons connu l'islam au IXe siècle. C'est un islam tolérant, solidaire, pacifique, qui ne tue pas, au contraire, qui aide à vivre. Mais nous venons de tomber dans un fondamentalisme aveugle, qui n'a pas d'amis, qui n'a rien du tout, qui ne comprend absolument rien, et qui est de notre âge. Qui tue, qui pille, qui enlève de cet âge, qui exige, qui n'a pas de limites. Mais nous n'avons jamais vu ça. Nous-mêmes, pays du Sud, qui ont vu des gens venir un peu du Nord pour venir s'investir dans la bande sahélienne, nous sommes en même temps victimes et otages, parce que nous n'avons absolument rien à voir avec cette affaire. Et nous n'avons jamais demandé, et ils n'ont pas reçu de visa pour être là. Bien au contraire. Mais le Mali, dans sa réflexion, nous avons combattu. Mais nous nous sommes rendus compte que ce sont des menaces transfrontalières. Aucune menace n'est née à l'intérieur de la bande. Toutes les menaces sont venues d'ailleurs. Et elles passent d'un pays à un autre pays. Étant donné qu'il y a des menaces transfrontalières, nous nous sommes dit, attendez, la solution n'est pas nationale, mais la solution est transfrontalière. Et je pense que c'est cela qu'il faut travailler. Pour ça, depuis 2006, le Mali a demandé l'organisation d'une conférence des États riverains au niveau sommet chef d'État pour dégager une vision et pour dégager une stratégie et pour combattre ensemble. Nous n'allons pas nous asseoir à dire à chacun, non, c'est vous qui êtes responsable, non, c'est vous qui êtes responsable. J'ai dit non, nous sommes tous responsables. Parce que ces gens, nous ne les connaissons pas. Ils sont venus d'ailleurs, nous ne les avons pas demandés, et s'ils partent demain, ça nous fera plaisir. Parce qu'ils sont venus perturber notre économie, perturber notre tourisme, perturber nos images. Nous n'avons absolument rien à voir avec eux. Heureusement que l'impact intégriste n'a pas porté fruit sur nos populations. Mais le banditisme qu'ils ont importé, ça oui, parce qu'il y a un gain facile dans toute cette bande de combien de kilomètres. Alors, nous avons demandé la réunion des chefs d'État que je n'ai pas pu obtenir. Parce que les autres, et certains avaient une autre lecture différente de la mienne. Mais, à la limite, et avec les difficultés qui s'accentuent,
et des forces terroristes qui se renforcent, les gens ont fini par comprendre, excusez-moi, et ils se sont mis d'accord qu'il fallait cette conférence. Mais avant la conférence, grâce au talent de mon ministre des Affaires étrangères, que je viens de nommer, a décidé avec moi de bâtir une stratégie. Allons-y voir les autres et mettons les conclusions de la conférence sans que la conférence ait lieu. C'est ainsi que nous avons dégagé une vision commune par les ministres des Affaires étrangères qui se sont réunis. C'est ainsi que nous nous sommes portés à Alger. Nous avons rencontré nos partenaires. C'est ainsi que nous avons mis un état-major, un comité des chefs d'état-major, un état-major intégré, nos 4 armées, Mauritanie, Mali, Niger et Algérie, que nous avons mis à Tamaracet. Et cet état-major devait réfléchir, planifier et organiser un combat commun et une bataille commune contre eux, pour permettre de les couper des bases logistiques et leur permettre également de ne pas passer d'une frontière à une autre facilement. Mais pour cela, il faut occuper une zone extrêmement grande pour 650 000 km². Et lorsque vous ajoutez le périmètre des autres. Et pour ce qui concerne la frontière, nous avons 2200 km de frontière avec la Mauritanie, 1850 km de frontière avec l'Algérie, 600 km de frontière avec le Niger. Mais nous n'allons pas avoir l'ambition de dire au monde que nous avons une armée pour quadriller tout ça. Les étendues sont énormes. Donc nous avons dit qu'il faut tous ensemble pour que nous puissions maîtriser. Cela est accepté maintenant. Une stratégie a été battue. Il y a moins de 3, 4, 5 mois, si on me demandait quel était le problème, j'ai dit le problème c'était un déficit de coopération sous-régionale. Il se comble, mais nous ne sommes pas rentrés dans la phase active. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on le fasse le plus tôt. Et c'est là extrêmement important pour cette sous-région. Depuis maintenant et tout de suite. Alors le Mali, après avoir expérimenté, combattu, perdu des hommes, nous avons réfléchi pour déjà dégager une vision nationale. Nous avons dégagé ce qu'on a appelé un programme spécial pour la paix et le développement et de la gouvernance dans les régions nord du Mali. Nous avons pris 2 éléments essentiels parmi d'autres. La première, c'est quoi? Les gens sont là-dedans parce que nous ne sommes pas. Nous ne pouvons pas être partout parce que le terrain est immense. Mais qu'est-ce qu'il faudra-t-il faire alors? Il faut occuper l'espace. Il faut remilitariser, sinon militariser la bande sahélo-sahélienne. Avec toutes nos armées, avec tous les moyens. Il faut sécuriser la bande sahélo-sahélienne. Il ne suffit pas de sécuriser son pays seul. Il faut qu'on sécurise tous, nos pays tous ensemble. Et le deuxième point que le Mali a souhaité, c'est que le terrorisme pousse sur un terrain fertile. C'est le terrain de la pauvreté et la précarité. Tant qu'il y a ce terrain, il est facile de donner une idéologie, il est facile de tromper, il est facile également d'inculquer l'intégrisme chez un homme ou une femme. Donc nous avons décidé de protéger aussi nos populations. Que faire? Il faut répondre aux besoins essentiels des populations. C'est là que nous avons dégagé un programme de développement. Donc notre binôme, c'est sécurité, défense et développement. Développement, c'est quoi? C'est répondre à ce dont les populations ont besoin. Centre de santé, école communautaire, école nomade avec cantine scolaire, puis à grand diamètre, puis revenus. Et surtout, de cadrer et de faire en sorte que les jeunes qui sont nombreux aient une alternative. Un jeune qui est là, il fait l'élevage. Avec les sécheresses endémiques, sur 3 ans, nous avons 2 mauvaises saisons de pluie et une moyenne. Pas de pâturage. En 1 an, ils perdent tout. Il faut recommencer l'année suivante. Donc, c'est des jeunes gens qui ont une autre mentalité, qui sont plus nombreux, qui ont en quête du bien-être. Alors, si vous ne les offrez pas des alternatives honnêtes et crédibles, ils vont s'embarquer dans n'importe quelle aventure. L'essentiel et le plus important pour eux, c'est d'avoir un revenu pour se marier et vivre. Donc, c'est ainsi que le PSBDN, que nous avons soumis au Parlement européen, qui a été accepté, soutenu par les pays tels que les Pays-Bas et les autres, nous permet aujourd'hui de dégager une politique dans le cadre de la lutte, oui, mais il faut surtout le développement pour pouvoir atténuer certains. Nous avons bien commencé. Mais voilà qu'il y a la crise libyenne. Personne ne peut contester au peuple libyen sa lutte pour son émancipation
et la démocratie en Libye. Personne ne peut le faire. Nous l'avons fait, nous. Et pour quelle raison? Le déni à d'autres. Ça, c'est un point qui ne se discute même pas. Mais cependant, la Libye est un magasin d'armes. Presque tout le monde est armé et il y a beaucoup d'armes et de munitions en réserve. La révolution populaire qui s'est déclenchée a fait en sorte que les magasins d'armes et tout le reste, chacun est venu prendre ce qu'il voulait. Et peut-être que ceux qui étaient en train de combattre pour la liberté, il y a d'autres qui étaient venus combattre pour aller vendre. C'est ainsi que dans la bande sahélo-sahélienne s'est dissimé un certain nombre d'armes de tout type, de tout genre et de tous les calibres. Les armes se vendent facilement. Certainement, à un moment, c'est l'un des magasins d'armes les moins chers au monde. Et la variété des armes est énorme. Anti-aériennes, pièces d'artillerie. Mais ce n'est pas croyable ce qu'on peut trouver dans cette bande. Et tout ça, ces armes, sont venues renforcer les capacités agressives de toutes les menaces dont je viens de vous parler. Parce que chacune de ces menaces se protège, s'organise. Et maintenant, ils étaient armés. Maintenant, ils sont très armés. Parce que les gens sont venus avec les armes, sont venus avec les munitions, et sont venus avec beaucoup de véhicules volés. Et cela a renforcé les capacités de ceux qui étaient déjà là, qui déjà donnaient des peines à nos pays. Mais maintenant, il va falloir se battre pas à pas, parce qu'ils sont bien armés et ils sont bien équipés. Alors, comme si cela ne suffisait pas, nous vivons les effets collatéraux de la guerre de Libye. Je répète que je suis pour le printemps arabe. Mais par contre, il y a un hiver qui se crée chez nous. Nettement plus rude que dans le très très grand nord. Et si les autres font printemps pour avoir la démocratie, nous sommes démocrates déjà depuis 20 ans. Mais nous n'avons pas de leçons à recevoir. Mais cependant, nous ne pouvons pas accepter de recommencer. Nous allons recommencer quoi? Mais voilà maintenant que dans l'armée de Kadhafi, il y avait des brigades spéciales très entraînées et c'était les mieux équipés que l'armée libyenne. Parmi ces brigades, il y a une brigade qui était commandée par un de ses fils, Kamis. Cette brigade était composée de la tribu de Kadhafi et de certaines tribus du Nord, et notamment certaines tribus Touareg. Et ces Touareg, une partie se trouve au Niger, en Algérie, en Libye, et une partie au Mali aussi. Maintenant, avec la défaite et la débandade, les gens sont partis avec les armes antiaériennes. Des armes individuelles, collectives, lourdes, légères, toutes sortes d'armes et de munitions. Et ces armées sont venues. Il y avait déjà les armes depuis 6 mois. Maintenant, ce sont des armées entières qui sont venues investir la bande sahélo-sahélienne, qui changent complètement les rapports de force, qui font naître de nouvelles ambitions, ou bien qui font renaître des anciennes ambitions. Nous avons dit à la communauté internationale, la guerre en Libye, elle est terminée. La Libye est sur un pas démocratique que nous lui souhaitons beaucoup de réussite. Mais cependant, on a ouvert quelque chose de grave. Parce que demain, ça risque d'être nos pays. Les pays riverains du Sahel, qui vont avoir également des guerres, avec toutes ces armées, avec toutes ces armes. Nous avons dit à la communauté internationale, vous êtes forts à faire des résolutions, mais faites une résolution pour condamner quand même. Des gens prennent des armes ailleurs, ils viennent s'installer dans des pays, et ils se préparent à faire la guerre, peut-être, contre nous. Et personne ne dit rien. Mais s'ils sont là, ce n'est pas notre faute. Ils n'ont pas été invités. Ils ne sont pas maliens. Ils sont libyens. Certains ont servi dans l'armée libyenne pendant 30 ans, pendant 35 ans. Certains sont venus nous dire, nous sommes d'origine malienne parce que nos parents et autres sont maliens. Nous sommes d'origine malienne parce que les tribus auxquelles nous appartiennent sont maliens. Mais nous sommes libyens. Parce que nous travaillons en Libye. Nous sommes venus chercher l'hospitalité. Nous les avons reçus et installés. Mais d'autres sont venus, nous ont dit clairement que nous voulons changer le monde. J'ai dit, dans ce cas, il fallait rester en Libye et participer au changement. Nous, on ne vous a absolument rien demandé. Donc voilà la situation extrêmement sérieuse et grave auquel nous sommes confrontés. Et mesdames et messieurs, excusez-moi d'avoir été très long. Vous m'avez donné un sujet